Le 15 août 2015, l'étoile montante de la plongée, Guidoc Deep Garmin tentait de battre le record du monde de profondeur de plongée lors d'une tentative de plongée record du monde de 1200 pieds au large de Sainte-Croix dans les îles Vierges américaines quand quelque chose a horriblement mal tourné. Voici comment cela s'est passé. Les humains se sont toujours poussés à faire l'impossible, à voler plus haut, à explorer plus loin, à plonger plus profondément. Nous sommes poussés par un besoin de découvrir et de conquérir. C'est cet instinct qui a été à l'origine de certaines des explorations et découvertes les plus incroyables. C'est ce qui nous a poussés vers une meilleure compréhension de notre planète, de notre corps et bien plus encore. Et cela ne s'arrêtera sûrement jamais. Il y aura toujours des gens qui essaieront d'aller plus loin que les autres, des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour que le reste d'entre nous puisse bénéficier de leur découverte. Et la plongée en profondeur est l'un de ces défis extrêmes où seuls quelques-uns osent aller. En ce qui concerne la plongée en profondeur, et je parle vraiment de plongée en profondeur, seuls les hommes les plus courageux tentent de franchir la frontière. Plonger à une profondeur de 300 mètres ou 1000 pieds est le Graal de la plongée en profondeur. En 2001, un plongeur nommé John Bennett a atteint cette profondeur pour la première fois, et la même profondeur n'a été atteinte qu'une poignée de fois depuis. Moins de 10 personnes sont connues pour avoir plongé en dessous de 240 mètres ou 800 pieds en utilisant un appareil respiratoire autonome lors d'une plongée récréative. En fait, plus de personnes ont posé le pied sur la Lune que n'ont atteint la plongée la plus profonde en scaphandre autonome. Et comme vous le découvrirez bientôt, c'est pour une très bonne raison. Le 18 septembre 2014, dans la mer Rouge, au large de la côte de Dahab, en Égypte, le colonel de la marine égyptienne, Ahmad Gaber, a soigneusement étiré et réchauffé ses muscles alors qu'il se préparait calmement à marquer l'histoire de la plongée. Dahab, un petit village côtier paisible sur la mer Rouge, a toujours été un refuge idéal pour échapper à la chaleur suffocante du désert. Cependant, Ahmad Gaber ne cherchait pas seulement un endroit frais pour sa plongée du jour. À 41 ans, Ahmad Gabra était déjà un phénomène bien connu dans le monde de la plongée. Il avait commencé sa carrière de plongeur à l'âge de 18 ans, plongeant pour le plaisir, puis avait décidé plus tard de suivre une formation d'instructeur de plongée. Pendant ses années d'armée, il plongeait à la fois pour le travail et pour le plaisir, développant ses capacités mentales et physiques. Sa carrière militaire a sans aucun doute joué un rôle énorme dans sa préparation à ce qui allait être la plongée la plus profonde de sa vie. Avant ce jour-là, Gabir avait déjà environ 9000 plongées liées à son actif, toutes menant à celle-ci une tentative pour atteindre 350 mètres sous le niveau de la mer et battre le précédent record du monde Guinness de plongée profonde à 318,25 mètres établi en 2005 par Nuno Gomes. Ahmed était bien conscient des dangers et des risques qu'il courait lors de cette plongée, notamment la profondeur elle-même. Il tentait une plongée de plus de 1000 pieds, la hauteur de la Tour Eiffel, la longueur de 3 terrains de football placés côte à côte. Sa priorité était donc de pouvoir résister à la profondeur. En général, plus un plongeur descend, plus le risque d'un problème augmente. D'abord, il y a le risque d'être écrasé par la pression de l'eau en profondeur. Plus un plongeur descend, plus le poids de l'eau au-dessus augmente. Allez suffisamment profondément et la pression de l'eau écrasera tout ce qui n'est pas construit pour résister à ces forces, comme une bouteille d'eau vide. Mais les dangers ne se limitent pas uniquement aux pressions externes. La plongée en profondeur a divers impacts potentiellement dangereux sur le corps humain. Contrairement à la pression en profondeur, les conditions internes peuvent s'installer rapidement et sans beaucoup d'avertissement. Lorsque vous plongez en profondeur dans l'océan, la pression augmente, ce qui affecte l'absorption des gaz de l'air que vous respirez par votre corps. L'azote, un composant majeur de l'air dans les bouteilles de plongée, peut s'accumuler dans votre sang plus vite que votre corps ne peut l'éliminer. Cette accumulation produit un effet singulier. Elle commence à agir comme une drogue, vous faisant vous sentir un peu ivre. Cette sensation étrange est appelée narcose à l'azote. Imaginez essayer de penser clairement et de bouger correctement quand vous êtes éméché. Imaginez que cela se produise dans les profondeurs marines. Après quelques verres, vous pourriez ressentir plus qu'une simple euphorie ou une légère confusion. Si la narcose à l'azote devient sévère, vous pourriez commencer à voir des choses qui ne sont pas là, vous sentir vraiment étourdi ou même perdre connaissance. Aucune de ces nouvelles n'est bonne lorsque vous êtes entouré d'eau et que vous comptez sur votre équipement et votre intelligence pour revenir en sécurité. Pour combattre cela, les plongeurs utiliseront différents mélanges de gaz plus ils descendent avec moins d'azote que l'air ordinaire.
Un autre risque majeur est la maladie de décompression. La maladie de décompression, ou les accidents de décompression, se produit lorsque tout cet azote qui a été absorbé dans les tissus mous lors de la descente revient trop rapidement dans la circulation sanguine et crée des bulles. La plupart des accidents de décompression ne sont pas graves, mais les cas sévères peuvent être fatals. La meilleure façon d'éviter cela est de faire quelque chose connu sous le nom d'arrêt de décompression pendant la montée. Le nombre et la durée de ces arrêts sont déterminés par la profondeur à laquelle un plongeur descend et combien de temps il reste à cette profondeur, car ces variables déterminent combien d'azote est absorbé par le corps. En s'arrêtant à des profondeurs spécifiques et en y restant pendant une durée déterminée, l'azote est libéré lentement et ne forme pas de grosses bulles qui peuvent poser problème. Attaché sur le dos d'un homme et remplissant ses poumons, il y avait 5 bouteilles remplies principalement de trimix, un mélange de gaz oxygène, azote et hélium utilisé pour les plongées au-delà de 30 mètres. Les pourcentages exacts du trimix de Gabir restent le secret. Tout comme son plan de plongée exact, 2 composants techniques majeurs qui ont été développés et affinés par l'équipe d'experts de Gabir pendant des mois. Une seule erreur de calcul, une seule erreur clinique, la plus petite marge d'incertitude pourrait signifier la vie de Gabir. La stratégie de Gabir était simple mais audacieuse pour contourner les dangers de la narcose et la force écrasante de la pression de l'eau profonde. Il prévoyait de descendre rapidement à sa profondeur maximale à un rythme étonnant de près de 30 mètres par minute, soit environ un demi-mètre par seconde. Son but était d'atteindre le point le plus profond de sa plongée en environ 12 minutes d'Ayozo. Alors, après une profonde inspiration, à 10h30 du matin, il était parti. Les 10 premières minutes de la plongée de Gabir se sont déroulées parfaitement selon le plan. Des plongeurs l'ont accompagné jusqu'à 50 mètres, puis il a continué seul. La phase initiale de sa plongée s'est déroulée sans faille. Un câble minutieusement testé et mesuré par une université du Caire et validé par l'arbitre officiel du Guinness World Record, Talal Omar, qui avait voyagé depuis Dubaï pour vérifier et documenter cet événement mémorable, guidait son chemin. Le long du câble, des marqueurs de profondeur étaient placés, menant à une ancre au fond, spécialement conçue et testée pour cette plongée monumentale. Mais à 290 mètres de profondeur, Gabir a ressenti quelque chose. Un frisson inexpliqué le traversa, d'abord un tremblement, puis un frisson incontrôlable éclata sur son corps, le déviant presque de sa trajectoire. Là et alors, il ressentit les premiers symptômes d'un autre risque dont les plongeurs en haute mer doivent se méfier, le syndrome nerveux de haute pression ou syndrome nerveux de haute pression. Ce souci, comme la narcose, peut apparaître vite et frapper durement. Le syndrome nerveux de haute pression débute à plus de 150 mètres de profondeur sous l'eau. Surtout avec de l'hélium dans l'air que respirent les plongeurs, cela affecte tout le monde différemment en fonction de la quantité d'hélium, de la profondeur à laquelle ils vont et de la rapidité avec laquelle ils y arrivent. Découvert dans les années 60 par un scientifique de la marine américaine, le syndrome nerveux de haute pression provoque de sévères tremblements appelés tremblements à l'hélium, mais ces effets ne s'arrêtent pas là. Le syndrome nerveux de haute pression peut également vous rendre très somnolent, perturber votre rythme cardiaque et rendre difficile la réflexion claire. La lutte de chaque plongeur contre le syndrome nerveux de haute pression varie, façonnée par la profondeur, la vitesse et le mélange respiratoire de leur plongée. Face aux dangers profonds, aux hallucinations et à une possible fatigue musculaire, Gabir a fait ce que des années d'entraînement lui ont appris à faire, rester calme et se concentrer sur la tâche à accomplir. À 290 mètres de profondeur, il était proche d'un point clé. Malgré le danger d'une hyperoxie provoquant une neurotoxicité plus forte, avec des tremblements, des saccades, une sensation de somnolence extrême, de malaise, de vertige, une mauvaise perception des choses et une pensée confuse, il a continué à avancer. Ces symptômes pourraient facilement conduire à une grosse erreur, mais Gabir devait maintenir la pression constante pour les arrêter. Sa formation et son expérience l'ont aidé à rester en contrôle sous l'eau. Mais le plus important pour un plongeur en profondeur est de savoir quand s'arrêter et revenir en arrière. À 332,35 mètres, tremblant et sachant que son objectif était juste un peu plus loin, mais pensant aussi aux longues 14 heures qu'il lui fallait pour remonter, Gabir a fait un grand choix. Il a attrapé la balise de profondeur à 332,35 mètres, sans atteindre son objectif total, mais allant toujours plus profond que le dernier record de Nuno Gomes et battant le record revendiqué mais non certifié de 330 mètres établi par le plongeur français Pascal Bernab.
Gabir a refait surface de sa plongée 14 heures plus tard, à minuit 20, le vendredi matin, triomphant. Il a marqué l'histoire avec sa plongée sous-marine, et en faisant cela, il a établi un record du monde que de nombreux fans de plongée et casse-cou tenteraient involontairement de battre. L'un de ceux qui ont été inspirés pour essayer était Guy Dogdip Garmin, un médecin otorino-laryngologiste de Saint-Croix, Ille-et-Marchal. Garmin, alors dans la cinquantaine, a décidé de relever le défi à Longreach, un récif juste à l'extérieur du port de Christiansted. Il avait le soutien de Scubatech, une école de plongée technique à Saint-Croix, connue pour repousser les limites de la plongée. Garmin avait prévu cette plongée depuis 2 ans. Son objectif était d'atteindre 365 mètres, battant le record de Gébir de plus de 30 mètres. Sa préparation était minutieuse, mais l'océan recelait toujours ses propres dangers. Pour sa tentative, Garmin, qui se faisait appeler Dr Deep, a personnellement supervisé l'installation d'une ligne de plongée s'étendant à 400 mètres dans l'océan, ancrée solidement avec un poids de 113 kg. À ce stade, bien que Garmin n'ait réalisé que 600 plongées, il plongeait bien au-delà des profondeurs expérimentées par ses formateurs, qui n'avaient atteint qu'une profondeur maximale de 215 mètres. C'était le premier de plusieurs signaux d'alarme qui se termineraient en désastre. Garmin ne laissait rien au hasard. Il planifiait chaque détail et en savait plus que même les experts en plongée qu'il avait s'informer. La sécurité était sa priorité absolue. Il avait des plans spécifiques pour toutes sortes d'urgences, comme s'il avait une crise sous l'eau. Pour Garmin, cette plongée était plus qu'une simple aventure, c'était comme une véritable expérience scientifique. Avant la plongée du 15 août, Garmin avait déjà effectué une plongée profonde jusqu'à 248 mètres tout seul et tout s'est bien passé. Il s'attendait sûrement à une plongée sans problème. Pour cette plongée, Garmin était parfaitement préparé en termes de logistique. Il avait 3 grandes bouteilles, 4 doubles bouteilles, 3 ordinateurs de plongée et une caméra GoPro. Il a aussi fixé un marqueur spécial à sa ligne de plongée. Ce marqueur était pour montrer qu'il est vraiment descendu à 365 mètres, visant un record du monde. Tout son équipement de plongée pesait environ 400 livres. Imaginez avoir le poids de 2 hommes adultes sur vous, tout en étant sous l'eau. Le plan de plongée de Garmin, comme Ahmed, était simple. Il prévoyait de 200 mètres avec son équipe en utilisant leur réservoir. Puis il irait seul à la profondeur totale de 365 mètres. Après avoir atteint son but, il remonterait jusqu'aux 200 mètres. Là, son équipe le retrouverait pour le très long processus de remontée en sécurité. Ils prévoyaient de prendre leur temps, s'arrêtant tous les 10 pieds. Pour cette plongée, en plus des 7 réservoirs de Garmin, ils avaient 28 autres réservoirs prêts à l'emploi. Le fils de 20 ans de Garmin, Kip, faisait partie de l'équipe de soutien. Sa femme l'accompagnait ce jour-là, l'attendant sur le bateau. Ils ont entamé la descente ensemble à 6 heures du matin. Garmin devait retrouver le reste de son équipe de plongée 38 minutes plus tard à la remontée. Il prendrait les pauses nécessaires lors de leur ascension pour s'assurer qu'ils reviennent à la surface en toute sécurité. Au fil des minutes, Garmin ne s'est jamais montré sans aucun signe de lui. Immédiatement, les plongeurs ont nagé plus profondément dans l'océan, espérant voir une bulle. Un signe, quelque chose pour indiquer où se trouvait Garmin, mais ils n'ont vu que des ténèbres. Les heures s'éternisaient, l'espoir s'estompant à chaque instant qui passait. Il n'y avait aucun signe de Garmin nulle part et aucune indication de ce qui lui était arrivé dans les profondeurs de l'océan. L'équipe a dû annoncer la terrible nouvelle à la femme de Garmin, Christy, et à leur fils. Garmin avait disparu englouti par la mer. 3 jours d'agonie plus tard, Christy a annoncé la récupération du corps et de l'équipement de Garmin. La garde côtière a inspecté l'équipement pendant que le médecin légiste travaillait pour confirmer ce qui était arrivé à Guy Garmin dans ses derniers moments horrifiants. La plongée prévue par Garmin, surnommé Docteur Profond, était remplie de signaux d'alarme dès le départ. Des experts en plongée technique l'avaient averti, ainsi que Scubatech, que la mission était extrêmement risquée et avait prédit une issue tragique. Mais malgré ces avertissements, la plongée a été planifiée. Une semaine avant la plongée, l'équipe de Garmin a publié une vidéo soignée sur YouTube montrant leur préparation. Immédiatement, les plongeurs expérimentés ont ressenti un malaise, qualifiant Garmin de trop confiant et son équipe d'inexpérimentés.
La vidéo elle-même se concentrait sur l'atteinte de la profondeur sans le soutien ou l'équipement approprié pour les problèmes profonds et elle criait « danger ». Après tout, bien, c'était une profondeur qui avait même coûté la vie au légendaire plongeur Shaq Exley. Dans le monde de la plongée en profondeur, l'expérience compte plus que le courage. Garmin, avec moins de 600 plongées et seulement 4 ans d'expérience en plongée, tentait quelque chose bien au-delà de son niveau de compétence. Son ascension fulgurante en plongée et ses rares plongées profondes ne suffisaient pas pour tenter un tel record extrême. De plus, la planification de plongée de Garmin était défaillante. Il s'est appuyé sur des méthodes obsolètes sans comprendre les complexités de la plongée profonde, comme la physique et la physiologie impliquées. En essence, alors que des plongeurs comme Ahmed Gabir se sont entraînés et ont planifié pendant des années et des années, Garmin, malgré son background scientifique, n'a pas réussi à le faire, et il l'a payé de la manière la plus dure possible. Tragiquement, la plongée s'est terminée comme beaucoup d'experts le craignaient. Le corps de Garmin a finalement été récupéré, et son équipe pense qu'il a essayé de remonter au mauvais endroit. Il était si alourdi et toujours situé si profondément sous les eaux sombres que son équipe n'a pas pu le récupérer immédiatement. Le médecin légiste a déclaré sa mort comme l'un des scénarios les plus cauchemardesques, la mort par noyade, seul dans l'obscurité, avec du poids sur lui et le poussant de tous côtés. Guy Garmin a succombé à l'eau. La plongée, destinée à repousser les limites, a plutôt servi de rappel frappant de l'importance de l'expérience, d'une bonne planification et du respect des dangers de l'océan. Garmin a eu un enterrement discret, une autre victime de la mer impitoyable. Il ne serait pas le premier et il ne serait certainement pas le dernier. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.